Écoutez, le temps que Si Mohamed s'installe, tout d'abord bonjour à tous. Je suis extrêmement heureux, extrêmement honoré de revenir ici à Monastir, de retrouver tous mes maîtres, des amis. Je suis honoré aussi de la présence de monsieur le doyen. Et bien évidemment, je suis très très honoré de la présence de mon autre maître à tous, professeur Mohamed Ben Farhat. C'est grâce à lui que je fais de la cardiologie. C'est grâce à lui qu'on a aimé cette spécialité. Et comme vous le savez tous, c'est quelqu'un qui a énormément fait pour la faculté de médecine de Monastir. Donc j'aimerais tous d'abord qu'on puisse l'applaudir avant de commencer ma présentation, si vous êtes d'accord. Merci. Donc Silas, je vais... Donc prévention du risque cardiovasculaire, une nouvelle approche en 2021. Alors quand on parle de risque cardiovasculaire, c'est toujours aussi important de rendre hommage à cette petite ville de Framingham qui est dans le Massachusetts, très proche de la faculté de l'université de Harvard. C'est 5209 citoyens qui ont accepté d'être suivis pendant 20 ans. Et actuellement, il y a 30 ans de suivi avec 3 générations. Et c'est grâce à eux qu'on a cette notion de risque cardiovasculaire. Et Framingham nous avait montré à l'époque cette relation linéaire qui existe entre le taux de cholestérol et la mortalité coronaire. Et lorsqu'on regarde les études les plus modernes, comme l'étude InterHeart maintenant, qui s'est faite sur 5 continents, on retrouve les 9 facteurs de risque cardiovasculaire impliqués dans l'infarctus du myocarde, par exemple, à savoir le diabète, le surpoids, mauvaise alimentation, problème d'activité physique, le stress, bien évidemment l'hypertension artérielle, et le facteur de risque le plus puissant sur le risque d'infarctus du myocarde, c'est la dyslipidémie. Autre chose, parler du risque cardiovasculaire, c'est, vous le savez, il y a à peu près 55 millions de morts chaque année dans le monde, 17 millions de maladies cardiovasculaires, ce qui représente à peu près un tiers, en grande majorité bien sûr, cardiopathie ischémique d'abord, accident vasculaire cérébral. Alors pourquoi il fallait une nouvelle approche dans la prévention du risque cardiovasculaire? Et l'ESC cette année, la Société européenne de cardiologie, au mois de juillet, a apporté des nouvelles recommandations sur la prévention justement du risque cardiovasculaire, et principalement d'abord parce qu'il y a un échec dans le contrôle de ces facteurs de risque. Et lorsqu'on regarde, on voit que des patients coronariens, la moitié continue à fumer, il y a encore beaucoup qui ont du surpoids, un mauvais contrôle tensionnel, puisqu'ils ont une tension artérielle élevée dans plus de 60% des cas, un LDL qui reste élevé dans plus de 80% des cas, et un mauvais contrôle du diabète. Ça, c'est pour le coronarien, mais si on prend l'hypertension de manière générale, vous savez qu'il y a moins de 1 patient sur 2 qui va être équilibré. Et si on regarde pour le profil lipidique, c'est encore plus catastrophique, parce que si on prend ici des patients à très haut risque cardiovasculaire, vous voyez qu'il n'y a que 18% des patients qui sont aux objectifs lipidiques, 18% seulement, ce qui veut dire quand même qu'il y a 80% des gens qui ne sont pas à l'objectif. Et puis la Société européenne de cardiologie nous a sorti un jeu de 4 couleurs, du vert pour les risques faibles, aux risques les plus élevés en rouge, et vous voyez que la Tunisie, nous sommes dans le rouge, nous sommes une population considérée à très haut risque cardiovasculaire. Pour faire très simple, tous ceux qui ont plus de 40 ans et qui ont un facteur de risque, vous êtes considérés, d'après l'ESC, à très haut risque cardiovasculaire. Alors pourquoi on est arrivé dans le rouge? Pour 2 raisons. D'abord, dans la population tunisienne, et Latera nous l'a montré, sur plus de 11 000 patients, nous montrons, de 25 à 75 ans, 50% sont hypertendus, 18% sont diabétiques, un tiers ont du surpoids, 26% vont fumer, et il y a la dyslipidémie dans 44% des cas. Le deuxième élément qui nous a mis dans le rouge, c'est cette surmortalité de causes cardiovasculaires qui existe dans notre pays. J'attire quand même l'attention, probablement il y a des problèmes aussi dans la déclaration du certificat de décès, parce qu'en Tunisie, ils sont tous morts d'un arrêt cardiaque. Alors si vous trouvez un mort qui n'a pas eu un arrêt cardiaque, vous venez me le dire. Et donc il y a une problématique de codification et qu'il va falloir essayer de trouver, effectivement, pour probablement diminuer un petit peu cet excès de mortalité. Alors voilà, à travers un cas clinique, comment on applique aujourd'hui ces nouvelles recommandations. Un patient âgé de 55 ans, il est fonctionnaire, sédentaire, fumeur depuis 20 ans, il a de l'hypertension, il est sous une bithérapie, il consulte dans le cadre d'une visite systématique, car il est totalement asymptomatique et il a une pression artérielle mesurée à 142/80, donc il n'est pas aux objectifs, bien évidemment, tensionnels. Bilan biologique, c'est bon pour son sucre, c'est bon pour les reins, mais vous voyez le bilan lipidique,
un cholestérol à 2,3 g, HDL à 0,4 g, des triglycérides qui sont acceptables, un non-HDL cholestérol, c'est tout ce qui est mauvais, c'est en excès 1,9 g, et lorsqu'on calcule par la formule de Friedewald le LDL cholestérol, on est à 1,66 g. Alors, première chose, dans l'ESC de cette année, il y a 4 groupes de patients chez qui on va appliquer des mesures de prévention du risque cardiovasculaire. D'abord, les patients qui sont en apparente bonne santé, les patients qui ont déjà une maladie cardiovasculaire établie, donc en prévention secondaire, les patients qui ont du diabète, c'est une catégorie bien sûr à part, et les patients qui vont avoir soit une insuffisance rénale chronique ou une hypercholestérolémie familiale. Notre patient, vous l'avez compris, est un patient en bonne santé. Apparemment, il est en bonne santé malgré ses facteurs de risque. Alors, première étape, c'est l'évaluation du risque et la stratification du risque cardiovasculaire. J'appelle ça l'étape de prédiction. On va essayer de prédire quel est le risque que notre patient, dans les 10 prochaines années, il lui arrive un accident cardiovasculaire. Alors, il est systématiquement demandé d'évaluer cette échelle de stratification du risque. C'est les patients qui ont plus de 40 ans pour les hommes, plus de 50 ans pour les femmes et qui accumulent un facteur de risque. Mais dès qu'il a fait une atteinte cardiovasculaire, il est considéré déjà à très haut risque et on n'a pas besoin de faire une nouvelle stratification. Par contre, s'il a moins de 40 ans ou moins de 50 ans pour une femme sans aucun facteur de risque, il est à risque faible et ça ne sert à rien. Alors, on avait cette échelle avant, je pense que vous l'avez déjà vue, c'est l'échelle SCORE, et cette échelle ne prenait en compte que la mortalité cardiovasculaire, tous les accidents fatals. Et finalement, actuellement, il faut se baser sur cette nouvelle échelle, SCORE 2, ou le SCORE 2 HOPE, HOPE pour Older Person, donc pour les patients âgés, et la nouveauté dans cette stratification, d'abord, elle est téléchargeable, vous avez une application, mais la nouveauté, c'est qu'on considère le non-HDL cholestérol et plus le cholestérol total, parce qu'on peut avoir beaucoup de bons cholestérol du HDL qui augmentent justement ce cholestérol total, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Et puis, il tient compte aussi, la stratification va être variable en fonction de l'âge. Et on peut considérer un patient qui a moins de 50 ans à très haut risque s'il a plus de 7,5% du risque d'avoir dans les 10 prochaines années soit de mourir d'un problème cardiovasculaire ou d'avoir un événement cardiovasculaire non fatal. Et c'est ça la nouveauté par rapport au score avant où c'était que de mourir d'un problème cardiovasculaire, c'est d'avoir aussi un événement cardiovasculaire qui n'aboutit pas forcément à un décès. S'il a plus de 70 ans, à ce moment-là, le cut-off est de 15%. Je prends l'exemple de notre patient, 55 ans, fumeur, 142 de pression, un non-HDL à 1,9, vous voyez, il a 23% de risque dans les 10 prochaines années d'avoir un infarctus, un AVC ou de mourir subitement de l'une de ces complications. Alors on pourrait lui dire aussi, ça peut être un outil pédagogique intéressant, de lui dire, monsieur, si vous arrêtez de fumer, si je vous baisse votre pression artérielle, si vous baissez votre cholestérol, vous allez avoir 9% de risque et vous êtes dans l'oranger. C'est complètement faux ce qu'on a dit, mais c'est un outil pédagogique intéressant pour demander à la personne d'arrêter de fumer et de lui expliquer la démarche que nous allons choisir. Et puis regardez, pour les sujets, pour les Tunisiens qui ont plus de 70 ans et qui ont un facteur de risque, lorsqu'ils ont plus de 70 ans, ils sont tous à très haut risque cardiovasculaire puisqu'on est dans une zone à très haut risque. Donc c'est honnêtement, cette nouvelle stratification surestime pour moi le risque cardiovasculaire et il faudrait plutôt rester dans le globo-risque. Vous avez aussi, c'est téléchargeable, et vous avez la Tunisie qui est incluse dans ce globo-risque et il y a toujours une surestimation sur le risque cardiovasculaire, mais ça permet quand même d'aller un peu plus, une stratégie plus intensive dans le risque cardiovasculaire. Alors deuxième étape, c'est ce qu'on appelle l'étape de planification. On est devant un patient en prévention primaire qui est considéré à très haut risque cardiovasculaire et qui accumule du tabagisme, du surpoids, une HTA mal équilibrée et une dyslipidémie aussi mal contrôlée. Alors, d'abord, première, je dirais, mesure, elle est commune à tout le monde. On va tous demander à quelqu'un d'arrêter de fumer et de suivre les mesures hygiéno-diététiques, de faire un peu d'activité physique, au moins 150 minutes par semaine de marche et bien évidemment de baisser sa pression systolique au moins à 160 dans un premier temps. Juste pour dire une chose, arrêter de fumer, et ça c'est un travail qu'on avait fait dans l'équipe de Si Mohamed Farhad, c'était en 2008, en sortie du ZIC, des gens qui ont fait un infarctus du myocarde, on les a revus, 50% ont continué à fumer, ou du moins ont rechuté dans les 23 jours, la moitié. Imaginez, ça c'est après un infarctus du myocarde, imaginez quelqu'un qui n'a pas fait d'accident cardiaque et vous lui demandez d'arrêter, il y a très peu de gens malheureusement qui arrêtent. Ce qui est très intéressant aussi dans ces nouvelles recommandations, c'est que si on dit
vous arrêtez de fumer, vous avez dans un tableau ce qui va gagner en nombre de vies. Et vous allez lui dire, monsieur, en arrêtant de fumer, vous gagnez 3,5 années de vie gagnées en arrêtant de fumer. C'est aussi la particularité de ces nouvelles recommandations. On vous donne à chaque mesure que vous allez appliquer le nombre de vies que vous allez gagner par cette mesure. Alors, deuxième étape, bien évidemment, ça y est, on a stratifié le risque de notre patient. Ce qui est très intéressant, c'est que cette année, dans ces recommandations, on vous dit de faire ce qu'on appelle une approche pas à pas. Ce qu'on a remarqué, c'est que si on dit aux gens, prenez une statine par exemple à très forte dose dès le départ, il y a une mauvaise adhérence, une mauvaise acceptation d'une stratégie intensive d'emblée. Il faut aller par deux étapes. Une première étape où on va aller dans un premier palier, et ensuite le patient va commencer à assimiler le fait que, ok, ça a marché déjà la statine avec par exemple 10 mg de rosuvastatine, on peut aller de façon plus intensive. Donc dans un premier temps, voilà ce qu'on va faire à notre patient. On va lui dire, on planifie, on doit avoir une pression artérielle entre 130 et 140. Je vous rappelle qu'il avait 142,80 en consultation. Et on doit avoir un LDL à 1 g par litre. Ce n'est pas l'objectif final, c'est un premier palier et c'est important de pouvoir faire cette stratification. Alors, baisser la pression artérielle, vous savez que chaque millimètre compte. 5 mm de baisse de pression systolique en moyenne, c'est 10% de réduction du risque cardiovasculaire. 20 mm de baisse, c'est 23% de réduction du risque cardiovasculaire. Deuxième étape, c'est de baisser ce LDL à 1 g. Alors effectivement, d'abord une première particularité, il est même maintenant recommandé de faire un bilan lipidique non à jeun. Parce que vous vous rappelez, on nous a tous appris à la faculté qu'il fallait 12 heures de jeûne pour accepter un bilan lipidique. C'est faux. Faites-le tranquillement le matin, après un petit déjeuner, parce qu'on masque. La vraie situation, ce n'est pas à jeun de 12 heures. La situation qu'on vit tous les jours, on prend le petit déjeuner, donc vaut mieux regarder la situation dans l'état classique et non pas dans une situation qui est aberrante. Alors ce qui est très important, c'est que plus on va baisser le cholestérol, plus on va gagner. C'est un peu provocateur, mais ça va jusqu'à 0. Alors bien évidemment, je dis toujours, le LDL idéal, c'est l'LDL du nourrisson, et le nourrisson en présence de mon maître, c'est 0,25 g par litre. Donc 0,25 g par litre, si on peut aller à 0,4, c'est un très bon chiffre de LDL. Vous savez qu'on utilise maintenant les statines lorsqu'on a un cholestérol qui est élevé. C'est la mesure de prévention, c'est le traitement qui marche, parce qu'on a des preuves. On a des preuves en prévention secondaire, on a des preuves en prévention primaire. Retenez que 0,4 g ou 1 millimol de LDL cholestérol, ça réduit de 25% les événements cardiovasculaires. Ça va d'autant plus réduire les événements cardiovasculaires que le risque sera élevé. Donc faites attention de ne pas donner une statine si le risque est faible, parce que la balance bénéfice-risque ne va pas être en faveur de la statine. Donc si l'étape a été faite, si vous considérez que votre patient est à risque très élevé, donnez une statine, effectivement, vous allez éviter des événements cardiovasculaires. Alors vous voyez maintenant, deuxième étape, et ça c'est une nouveauté, c'est d'aller sur un deuxième palier, on revoit le patient après 4 semaines, après 8 semaines, et on lui dit, maintenant, on va aller beaucoup plus bas, 130, moins de 130, bien sûr, si c'est toléré, on ne va pas le mettre à 0 de tension, vous avez compris que si on fait 0 de tension, le malade va aller très très mal, donc à un moment donné, il faut s'arrêter, et moins de 130 si c'est toléré, et un LDL beaucoup plus bas. Alors moins de 130, oui, il y a des études, et toutes récentes, un papier dans le Lancet cette année, qui a montré que même en allant à moins de 120 mm de mercure, 120, vous gagnez encore 23% du risque cardiovasculaire en prévention primaire, en prévention secondaire. Bien évidemment, si c'est mal toléré, non. Si ça donne de l'hypotension orthostatique, non. Et il ne faudrait pas aussi donner trop de médicaments pour aller à cet objectif. Mais sachez que si vous avez un patient, s'il a 11 de tension, il va bien, laissez-le à 11. Il n'y a pas de problème. Par contre, pour le LDL aussi, regardez, c'est 0,55, c'est notre patient, maintenant, grammes par litre, alors qu'on était à 0,7. Alors nous, on avait fait un travail tunisien, c'est 1082 diabétiques, et ne serait-ce que 0,7, regardez, il n'y a que 21% des Tunisiens sous statine qui atteignent le 0,7 g par litre. Et je me suis amusé à regarder à 0,55, il n'y a que 11%. Donc finalement, plus on va bas en chiffre de LDL, plus il va falloir donner d'autres choses. Et actuellement, on recommande, en plus des statines, de l'ésétimib, un inhibiteur de l'absorption du cholestérol. Je vous en parle parce que l'année prochaine, en 2022, tous les laboratoires vont nous ramener de l'ésétimib parce qu'il est dans les recommandations, au moins chez 10 catégories de patients. Alors, dernière ligne droite, c'est comment atteindre ces objectifs, c'est l'étape de prescription. Pour l'hypertension artérielle, c'est simple. Il est sous un ARA2 et un inhibiteur calcique. On peut rajouter, deuxième étape, un diurétique, où on peut optimiser, augmenter la dose. Donc ça, vous le savez. Il faut savoir qu'en Tunisie, il n'y a que 18%, ça c'est le plus gros registre,
la Société tunisienne de cardio a fait le plus gros registre de l'hypertension en Tunisie. C'est 25 890 patients qui ont été suivis et il n'y a que 18% qui sont à moins de 130/80. Regardez, juste pour vous montrer, et c'est souvent, la grande majorité sont en monothérapie. N'ayez pas peur d'aller en bithérapie, d'aller en triple thérapie pour atteindre les objectifs. Et puis pour la statine, vous savez que quand on veut aller très bas, il n'y a que 2 statines qui peuvent nous amener à ces niveaux-là, c'est l'atorvastatine et la rosuvastatine avec des dosages de 40 à 80 et de 20 à 40. Et maintenant, on a d'autres moyens jusqu'aux anti-PCSK9. Alors les anti-PCSK9, vous inquiétez pas, on ne les verra pas beaucoup, on les verra pas très rapidement en Tunisie, juste pour dire que c'est une injection mensuelle ou tous les 15 jours pour baisser le LDL de 60%, mais ça coûte 1 000 € l'injection, donc on a encore le temps. Je pense que la CNAM ne prendra pas en charge cette histoire. Alors, juste pour dire que plus on va baisser sur le LDL, on peut réduire, ça j'en ai parlé. Et puis, dernier point, avant de conclure, il y a toujours la notion d'aspirine. Est-ce qu'il faut donner de l'aspirine à ce patient qui accumule du tabagisme, du surpoids, de l'hypertension? Ben non. L'aspirine, vous savez, c'est qu'en prévention secondaire. En prévention primaire, il faut éviter. Aujourd'hui, il y a plusieurs sociétés savantes qui disent qu'il n'y a plus de place de l'aspirine en prévention primaire. Il y a toujours un patient qui va vous dire « Est-ce que je peux prendre un peu d'aspirine? C'est bon, ça fluidifie le sang. » Je lui dis « Oui, ça fluidifie le sang tellement bien que ça fait saigner dans le cerveau. » Donc, généralement, ça les refroidit un peu pour ce traitement-là. Alors, mes conclusions. Une évaluation globale systématique du risque cardiovasculaire est recommandée aujourd'hui. C'est des individus avec au moins un facteur de risque majeur. Personnellement, je suis un petit peu opposé à cette nouvelle stratification du risque score 2 pour la Tunisie parce que je crois qu'elle est en train de surestimer le risque cardiovasculaire et elle aboutit peut-être à trop de traitements. De toute façon, il faut cette évaluation du risque. La prise en charge des facteurs de risque se fait sur 2 paliers, comme je vous l'ai expliqué. Un premier palier pour tous les patients à un certain niveau de risque, puis un deuxième palier plus intensif pour les patients à plus haut risque cardiovasculaire. C'était le cas de notre patient. Et puis surtout, malheureusement, je le dis, nous médecins, il faut qu'on lutte contre l'inertie thérapeutique, c'est-à-dire que les patients ne sont pas à l'objectif tensionnel, ne sont pas à l'objectif lipidique, continuent à fumer et malheureusement, on n'est pas assez agressif sur les médicaments. Je vous remercie. Merci Fawzi de cette excellente conférence. Voilà de quoi rassurer tout le monde. Nous avons tout à l'heure assisté et écouté les problèmes entre généralistes, médecins de première ligne et médecins de famille. Mesdames, messieurs, vous voyez qu'il y a beaucoup de jobs pour tout le monde. Ah oui, c'est clair. Et qu'il n'y a pas lieu de se bagarrer pour cela. Car évidemment, ce problème de prévention est un problème majeur, est un problème de santé publique répandu et très important. Et merci Fawzi de nous avoir fait ce magnifique rappel. Bon, c'est toujours un défaut, mais c'est l'apanage de l'âge, de parler un peu de soi. Quand je suis arrivé à Monastir, dans le petit Monastir de 1977, j'ai trouvé la maman de Monsieur Mahjoub avec un résident français faisant son service militaire comme seul médecin du service de médecine interne, de médecine générale. Et puis, je me suis d'ores et déjà attaché à engager le combat pour la promotion de la cardiologie, bien entendu. Et un point crucial
c'était l'acquisition du matériel de coronarographie. Et c'était un point de compétition ardu avec mes collègues de Tunis. Quoi? Coronarographie à Monastir? Mais il n'y a pas de coronarien. Et avec mes amis et voisins de Sousse. Premier matériel de coronarographie et à Monastir. Et nous alors, nous sommes prioritaires par rapport à vous, Monsieur Ben Farhat. Alors je leur ai dit, j'ai vécu 14 ans en France, mais je n'ai jamais été absent de Tunisie. Je sais que nous avons de la bonne huile d'olive, mais je sais que les compatriotes mâles sont de vrais pompiers, car ce sont de gros fumeurs. On est champion d'Afrique, ce soir. Je sais aussi que nous avons, à part le couscous, nous aimons aussi beaucoup les spaghettis et les gâteaux tunisiens qui sont excellents. La pâtisserie, et que ça a une incidence sur notre poids corporel et sur notre taux de glycémie. Et puis alors leur argument était, non mais il n'y a pas de coronarien dans le Sahel tunisien, pourquoi faire un matériel de coronarographie? Je leur ai dit, ne vous inquiétez pas, je fais la prédiction que nous allons en trouver beaucoup de coronariens. Et je vois avec stupeur, mais sans surprise aujourd'hui, que nous faisons partie des pays rouges dans le monde, c'est-à-dire que nous sommes aussi touchés que les Européens ou que les Nord-Américains par ce fléau. Et merci Fawzi d'avoir tiré la sonnette d'alarme sur l'incidence et la prévalence de cette pathologie dans notre pays. Donc, bon courage à tous les médecins, quels qu'ils soient, pour essayer de diminuer l'incidence de cette pathologie grave et coûteuse en vie humaine et coûteuse tout court à traiter. Merci Fawzi de l'avoir rappelé. Merci. Et je donne la parole à mes confrères de la salle. Avez-vous des questions à poser à l'orateur ou des commentaires à faire? Exagéré. C'est rassurant pour nous? C'est rassurant, oui, parce que je pense, nous, on a, avec l'INEA Santé, la Société tunisienne de cardio avec l'INEA Santé, a mis en place une stratification du risque qui est basée sur le globo-risque, qui évalue aussi le risque d'avoir une atteinte cardiovasculaire ou de mourir d'une atteinte cardiovasculaire dans les 10 ans. Et quand on compare les deux, on voit qu'on surestime le risque avec la nouvelle classification. Et pour moi, je crois honnêtement, parce que l'argument fort des recommandations, c'est qu'ils considèrent qu'on a un nombre de décès de causes cardiovasculaires plus important qu'en Europe. Et honnêtement, je pense que c'est plutôt lié à notre système de déclaration du décès qui fait qu'on est en train de surestimer la mortalité de causes cardiovasculaires. Donc, je dirais, on surestime le risque, c'est pas si catastrophique que ça, mais au lieu d'avoir 0,7 g par litre, par exemple, de cholestérol, tu vas devoir aller à 0,55. Et dire 0,55, si toi tu es consciencieux et tu vas jusqu'au bout des choses, au lieu de mettre de la statine seule, tu vas rajouter un médicament. Donc il y a aussi un surcoût de santé, il ne faut pas oublier ça. Donc, et puis, c'est aussi une forme d'échec par rapport, on t'augmente, tu as vu, je t'ai montré, il y a 27% qui seront à 0,7, si on fait avec les statines qu'on a, il n'y a que 11%. Donc, moi je dis, je pense que, et tous les Algériens, j'ai vu les Algériens, les Marocains, ils avaient la même impression, on était très très surpris d'être dans le rouge.
je ne vois pas pourquoi on serait à beaucoup plus haut risque. Alors c'est vrai, on accumule beaucoup de facteurs de risque, mais c'est quand même un petit peu excessif. Je vous remercie énormément pour cette excellente présentation. Merci. Très exhaustive. Juste une question. Donc, on connaît tous que les patients après la ménopause, donc de façon physiologique, il y a augmentation de facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, à part le traitement hormonal substitutif de la ménopause, est-ce qu'il y a des moyens ou des nouvelles recommandations pour prévenir ce risque très élevé en post-ménopause? Non, on considère que la femme en post-ménopause, on doit la considérer comme toutes les femmes avec les différents facteurs de risque. Mais ça, ce sont des facteurs qui se surajoutent en fait. Parce que tu as vu dans cette stratification, par exemple, on ne tient pas compte, par exemple, de l'hérédité familiale. On ne tient pas compte de l'apnée du sommeil. On ne tient pas compte de pas mal d'autres facteurs. Donc, il y a des facteurs en plus. Ça, c'est une façon d'estimer les choses, mais en plus, il y a d'autres facteurs qui peuvent survenir. Quelqu'un qui est sous œstroprogestatif, pour moi, il a d'autres risques qui peuvent survenir, effectivement. Donc, ça ne résout pas tous les problèmes, bien évidemment, mais aujourd'hui, les choses sont claires. Il y a un constat d'échec. On contrôle mal les facteurs de risque. Et comme l'a dit Si Mohamed, malheureusement, on a tous les ingrédients pour être à bas risque. Avec l'huile d'olive, le régime méditerranéen, on a le soleil, on a la mer. On est quand même dans un pays où on est très gâté. Et pourtant, regardez, on nous a mis dans le rouge et on a beaucoup de stress. Et là, on a vécu une explosion des maladies cardiovasculaires. Et ça joue énormément. Je pense que je vais passer à la deuxième conférence, Mohamed, si vous êtes d'accord, parce que je dois aussi quitter pour aller ailleurs. Donc, je remercie les laboratoires Opalia de leur confiance et je les remercie surtout parce qu'ils ont eu la bonne idée, je dirais, honnêtement, la bonne idée d'inclure une nouvelle molécule dans la stratégie thérapeutique et je vais vous montrer son importance. Alors on va parler d'AOD, c'est les anticoagulants oraux directs. Et quand on dit anticoagulants, bien évidemment on pense à l'efficacité, mais n'oubliez pas que le revers de la médaille, c'est aussi l'hémorragie. Et il n'y a pas d'anticoagulation sans hémorragie, surtout si on ne fait pas attention. Alors comment protéger sans nuire? Et lorsqu'on regarde les nouveaux anticoagulants oraux directs, c'est probablement des plus belles innovations thérapeutiques du XXIe siècle. Vous vous rappelez tous, on avait les parines non fractionnées, puis les antivitamines K, les HBPM qui étaient un progrès énorme, hein, c'était par rapport à la HNF, et puis sont arrivés les anti-10A et les anti-2A, avec un peu de difficulté parce qu'il y avait le Ximélagatran, et lorsqu'on regarde le Ximélagatran, au départ il a été arrêté parce qu'il donnait des cytolyses hépatiques. Donc c'est un petit peu freiné, et finalement il y a 4 molécules maintenant, il y a le rivaroxaban, il y a l'apixaban, il y a l'endoxaban qui sont des xabans, donc des anti-10A, et il y a le dabigatran qui est un anti-2A. Et en Tunisie, nous avons l'apixaban et le rivaroxaban. Alors, c'était important d'avoir ces molécules parce que vous savez tous que la vitamine K, les antivitamines K, ils ont une fenêtre thérapeutique étroite. Dès que vous êtes au-delà de 4, vous augmentez le risque d'hémorragie cérébrale. Et puis, il est très difficile de maintenir un niveau d'anticoagulation correct sur l'année et ce qu'on appelle le TTR. Lorsque le TTR est supérieur à 65, vous êtes efficace. Alors, juste pour vous donner les chiffres tunisiens, parce que la Société tunisienne de cardio produit énormément de registres, et là, on a le registre sur plus de 1000 patients en fibrillation auriculaire, qui montre que le TTR moyen en Tunisie est de 48, et qu'il y a seulement un patient sur 3 qui va avoir une stabilité de son INR de plus de 65% sur l'année. Et si vous voyez, on est quasiment dans les pays les plus mauvais élèves. On a gardé derrière nous, c'est Mohamed, le Pérou, le Mexique et Taïwan. Donc on a le TTR le plus mauvais, parce qu'on a le Syntron, il ne faut pas oublier, et le Syntron, c'est le plus mauvais antivitamine K, malheureusement, et donc ce n'est pas hasard. Aujourd'hui, je dirais que les antivitamines K, en dehors d'un problème de coût, sont devenus obsolètes pour la majorité des patients. Regardez dans les recommandations, il ne reste que 2 catégories de patients chez qui on ne peut pas donner des nouveaux anticoagulants oraux directs. C'est ceux qui portent une prothèse mécanique et ceux qui ont un rétrécissement mitral serré à modéré. En dehors de ces situations, vous pouvez utiliser des AOD. Alors pourquoi ils ont remplacé les antivitamines K? Parce qu'il y a eu des études randomisées.
dans des prestigieuses revues comme on peut le voir, et toutes les molécules ont montré un bénéfice par rapport aux antivitamines K. Si on regarde la méta-analyse actuellement, 19% de réduction du risque d'AVC de ces nouveaux anticoagulants par rapport aux antivitamines K, mais c'est surtout en rouge, moins de 52% des hémorragies intracrâniennes, parce que ça ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique. Et ça, c'est très important. Même chez le sujet âgé, on retrouve 50% de réduction des AVC hémorragiques. Et vous savez que l'hémorragie est le plus souvent, malheureusement, fatale. Par contre, il y a un excès, 25%, d'hémorragie digestive, et on rentrera un petit peu plus dans le détail. Alors, pour ne pas nuire, il faut bien connaître la pharmacocinétique des anticoagulants oraux directs. Je dirais, du moins les deux qui sont actuellement commercialisés en Tunisie, l'apixaban et le rivaroxaban. Et lorsqu'on regarde l'apixaban, par rapport au rivaroxaban, je dirais qu'il y a une différence qui n'est pas négligeable, c'est que 27% pour l'apixaban d'élimination par le rein, contre 35% d'élimination par le rein pour le rivaroxaban, et pour le rivaroxaban et l'apixaban, c'est une demi-vie de 12 heures, alors qu'il y en a un qui va être donné en une prise et en deux prises, on va voir que ça peut avoir des conséquences. Et puis surtout, il y a aussi quelque chose pour le rivaroxaban, il faut que le patient le prenne au milieu des repas, parce que s'il le prend en dehors des repas, vous diminuez l'efficacité, la biodisponibilité n'est plus que de 60% contre 100% au niveau des repas. La deuxième chose, c'est de bien connaître les interactions médicamenteuses, comme avec les antivitamines K, mais il y en a beaucoup moins. Et si on regarde par exemple l'apixaban, vous avez surtout avec les azolés, la rifampicine, avec le traitement du VIH. Donc globalement, il n'y a pas énormément de choses, mais il faut les connaître. Il faut surtout utiliser les bonnes doses. On a un réflexe, nous médecins, on a tendance, quand on parle d'anticoagulants, surtout quand la personne est âgée, quand elle est fragile, de dire tiens, je vais plutôt utiliser la dose la plus faible. Mais si vous utilisez la dose la plus faible, vous n'allez pas être efficace. Donc, la première chose qu'on cherche, c'est quand même l'efficacité. Or, aujourd'hui, la dose standard pour le rivaroxaban, c'est 20 mg, la dose réduite, c'est 15 mg, et pour l'apixaban, la dose standard, c'est 5 mg x 2, alors que le rivaroxaban, c'est en une prise, et pour l'apixaban, la dose plus faible, c'est 2,5. Alors, ce qui est très intéressant avec l'apixaban, c'est que si vous avez 2 critères sur 3, vous réduisez la dose, à savoir un âge de plus de 80 ans, un poids de moins de 60 kg, ou une créate de plus de 133. Et ça, c'est important. Mais ce qui est très important, c'est de toujours calculer la clairance de la créate avant chaque prescription. Et la formule de Cockcroft. Pourquoi? Parce que l'élément qui va déterminer la dose d'abord, c'est la clairance. Pour le rivaroxaban, dès que vous êtes à 50 ml/min, vous devez diminuer la dose de 15 mg. Et si vous êtes à moins de 30, c'est 15 mg. Et pour l'apixaban, vous avez jusqu'à 30 ml/min, le même schéma de 5 mg x 2 et 2,5 pour les plus basses. Et bien sûr, à moins de 15 ml/min, on ne donne plus ces médicaments. C'est une contre-indication absolue. Alors, je vous donne un exemple. Vous avez une femme de 72 ans, elle pèse 62 kg, elle a une créate à 100. Et donc, on peut se dire, mais la créate est normale, c'est bon, donc je donne full dose. Si je fais le calcul de la clairance, regardez par la formule de Cockcroft, c'est celle-là qu'il faut retenir, elle est à 43,8. Donc vous voyez que si j'avais utilisé le rivaroxaban à 20, j'étais en surdosage, et il fallait utiliser à ce moment-là le 15. Par contre, pour l'apixaban, on peut utiliser 5 x 2 parce que la fourchette est plus large. Donc faites très attention pour ça, pour ces médicaments-là. Faites le calcul de la clairance par la formule de Cockcroft. Pourquoi Cockcroft? Parce que c'est celle qui a été utilisée dans tous les essais cliniques, et c'est celle qui tient compte aussi du poids. Est-ce que tous les AOD sont égaux? Finalement, je peux utiliser n'importe lequel. On va le voir. Ou y a-t-il des profils de patients différents? Alors, ce qui est très important, c'est de regarder la pharmacodynamie, l'air sous la courbe, la concentration plasmatique maximale. Alors, le rivaroxaban, je vous ai dit que c'est en 12 heures, demi-vie de 12 heures. Vous voyez, en bleu, vous avez une concentration maximale qui monte très très haut et qui descend très très bas, puisqu'après 12 heures, ça commence déjà à s'éliminer. Donc, vous avez à un moment donné une concentration d'anticoagulation très élevée, et puis à un moment donné, ça baisse. Alors qu'on voit qu'avec l'apixaban en jaune et en rouge, sur 2 prises, vous avez une anticoagulation qui est plus stable, je dirais, dans la fenêtre thérapeutique. Alors, certains vont vous dire, oui, mais une seule prise, il y a une meilleure adhérence, il n'oubliera pas la prise du soir. Certains vont vous dire, oui, mais avec 2 prises, j'ai une anticoagulation qui est beaucoup plus stable et j'évite cette instabilité. Est-ce que ça peut avoir des conséquences? Alors, d'abord, si on regarde l'air sur la courbe, dans les 12 premières heures de l'administration, vous voyez qu'avec le rivaroxaban, il y a une aire sur la courbe qui est beaucoup plus importante. Et après, de 12 à 24 heures, c'est identique. Donc, il y a bien ces deux paliers. Alors, un travail japonais qui a regardé ceux qui ont saigné sous AOD
Et il a montré justement que ceux qui avaient saigné, c'est ceux qui avaient une concentration plasmatique qui était beaucoup plus élevée et ceux qui avaient une aire sous la courbe plus importante. Donc, quelquefois, il peut y avoir, bien évidemment, des conséquences et c'est loin d'être négligeable. Alors, si on regarde maintenant les détails des molécules les unes par rapport aux autres, on voit que globalement, sur le risque ischémique, c'est un petit peu la même chose. Par contre, sur le saignement majeur, on voit qu'avec le rivaroxaban, il n'y avait pas de différence par rapport aux antivitamines K, alors qu'avec l'apixaban, ça saignait moins. Alors, on va faire très attention parce que ce n'étaient pas les mêmes populations. Les populations dans l'étude requête qui était avec le rivaroxaban étaient plus âgées, étaient plus fragiles, donc ça peut éventuellement s'expliquer. Mais l'élément le plus important, c'est qu'il y a un bénéfice clinique net qui est identique, qui est favorable aux AOD, quel que soit le médicament, par rapport aux antivitamines K. Maintenant, il n'y a pas eu d'études head-to-head, mais il y a des registres. Et il y a des gros registres, 411 000 patients, notamment, je vais vous sortir 2 registres, il y a au moins 4 registres, ils disent tous la même chose. Mais là, dans le registre français Naxos, 411 000 patients suivis pendant 2 ans. On a pris les patients sous AVK, sous apixaban, rivaroxaban, dabigatran. On a fait ce qu'on appelle une étude matchée. Vous savez, c'est quoi une étude matchée? C'est on prend des patients identiques dans chaque groupe. Ça ressemble pas, c'est moins puissant qu'une étude randomisée, mais ça permet d'avoir des populations comparables. Et si on regarde, on voit qu'avec l'apixaban, ça fait mieux que les antivitamines K sur la sécurité, sur l'hémorragie. Et regardez, l'apixaban fait moins saigner que le rivaroxaban, de manière significative. Avec aussi un petit peu moins avec le dabigatran. Et sur la mortalité, il y a même une diminution de la mortalité. Par contre, en efficacité, apixaban et rivaroxaban, même chose sur le risque ischémique. Alors, ça c'est important, c'est la même dose. Et puis là, récemment, dernière étude qui confirme exactement les mêmes choses, c'est une étude faite en Islande. Alors l'Islande, c'est intéressant parce que c'est une population homogène sur le plan génétique. Autant on peut avoir des particularités génétiques, et on sait que les Asiatiques ont tendance à plus saigner, par exemple, que les non-Asiatiques, ainsi de suite. Là, c'est quasiment une île, ils vivent ensemble, et juste pour montrer qu'ils ont fait une étude sur 2000 et quelques patients, et vous voyez que globalement, il y a plus d'hémorragie digestive avec le rivaroxaban qu'avec le dabigatran, qu'avec l'apixaban. Et les conclusions du papier, c'était que le rivaroxaban était associé à un plus haut risque de saignement gastro-intestinal que l'apixaban et le dabigatran, et que peut-être ça pourrait sélectionner les patients chez qui on pourrait plutôt prescrire ces AOD que le rivaroxaban. Alors, est-ce que saigner dans l'estomac, ça pose des problèmes autres que le saignement en hémorragie? Oui, ça peut augmenter l'ischémie. Parce que si vous avez quelqu'un qui saigne, vous arrêtez automatiquement l'anticoagulation. S'il a une fibrillation auriculaire ou s'il a un problème autre, il peut justement faire un accident vasculaire cérébral. Et puis, c'est cost effectiveness. Si vous avez plus d'hémorragie, ça va coûter plus cher. Et si ça coûte plus cher, bien évidemment, il y a la fibro, il y a les transfusions, les hospitalisations. Donc ça aussi, ça peut avoir un impact économique d'utiliser des molécules qui font un peu plus saigner. Et d'ailleurs, dans les dernières recommandations de 2016, on disait que chez les patients qui sont à haut risque d'hémorragie gastro-intestinale, c'est peut-être mieux d'utiliser les antivitamines K que les xabans type rivaroxaban ou dabigatran ou edoxaban à forte dose. Ils n'ont pas mentionné l'apixaban parce qu'on attend les études head-to-head, face-to-face, pour être sûr de ce qu'on dit. Globalement, pour estimer les patients à haut risque hémorragique, il y a une classification, et peut-être la meilleure, c'est ATRIA. Si vous avez plus que 4, l'anémie, c'est 3 points, l'insuffisance rénale sévère, c'est 3 points. Dès que vous avez plus que 4, vous pouvez considérer que votre malade est à haut risque et à ce moment-là, choisir peut-être les AOD qui saignent un petit peu moins ou faire attention au dosage. 2 catégories de patients très intéressants, l'insuffisant rénal et les personnes âgées. Est-ce qu'ils tirent un bénéfice important sur les AOD? Oui. Il faut savoir que les néphrologues aujourd'hui, ils redoutaient les antivitamines K. Chez les insuffisants rénaux, ça fait plus saigner, ça augmente le risque d'AVC. Finalement, ça ne marche pas. Et avec les AOD, si on adapte les doses, on retrouve exactement les mêmes bénéfices que chez les patients insuffisants rénaux et non insuffisants rénaux, en sachant que bien sûr, l'insuffisant rénal va avoir tendance à plus saigner que le non insuffisant rénal, bien évidemment. Le sujet âgé tire aussi bénéfice des AOD, bien évidemment, en faisant attention au dosage, en faisant attention aux critères. Même chose, le bénéfice clinique net en faveur des AVK est en faveur des nouveaux anticoagulants. Mais on a tendance, et ce qu'on voit en pratique, on a tendance à sous-doser, à donner un sous-dosage pour les patients de plus de 80 ans. Si par exemple il a besoin de l'apixaban à 5 x 2,
Naturellement, on voit une dame qui a 82 ans, on va lui dire non, prenez 2,5 fois 2. Alors que si son rein est bon et si elle pèse plus que 60 kg, il n'y a aucune raison de la sous-doser parce qu'elle achète un médicament, elle prend un médicament pour rien. Dernière ligne droite, 2 slides. Bien connaître les modalités de passage des AVK vers un AOD, ça c'est important. Quand vous switchez d'un anticoagulant à un autre, il faut que l'INR soit inférieur à 2. Dès que votre INR est inférieur à 2, vous pouvez introduire votre AOD. D'accord? Et si tout d'un coup il est sous anticoagulant oraux direct et le patient vous dit ça coûte trop cher, docteur, je veux revenir aux antivitamines K, d'accord? Vous remettez l'antivitamine K et vous attendez 2-3 jours. Dès que mon INR est supérieur à 2, je le recheck encore une fois et à ce moment-là, je peux arrêter les AOD. Donc il y a une petite phase de chevauchement qu'il faut connaître ça. En conclusion, les AOD représentent une avancée thérapeutique majeure aujourd'hui, je crois que c'est clair. On n'a plus besoin de faire de tests. Il y a très peu d'interactions médicamenteuses, ça fait moins d'AVC ischémique, ça fait moins saigner dans le cerveau, il n'y a que du bénéfice pour les patients et en plus pour les problèmes alimentaires, interactions alimentaires aussi, ça règle le problème. Moins de risques thrombotiques, moins de risques d'hémorragie cérébrale comme j'ai dit, mais il existe des règles de bonne pratique pour tirer un bénéfice clinique net de ces molécules et l'apixaban honnêtement semble être plus adapté pour moi pour les patients avec un haut risque de saignement digestif notamment et je vous remercie.